Bonjour, bienvenue à cette révision sur le modèle de Bullman. Le modèle de Bullman apporte des solutions à deux problèmes que l'on retrouve avec l'approche bayésienne pure. Premièrement, on a vu que la prime bayésienne, elle est linéaire, ou c'est une prime de crédibilité, ou une prime qui est simple à interpréter. Donc, cette prime bayésienne est linéaire dans seulement certains cas, en fait seulement quelques combinaisons de distribution vraiment très bien choisies. Vous pourriez dire, il y en avait quand même plusieurs, mais en réalité, c'est un très petit nombre de distributions différentes qui sont disponibles pour obtenir une prime bayésienne qui est facile à calculer. L'autre chose également, c'est que dans l'approche bayésienne pure, on doit faire un choix pour les distributions de θ, donc les niveaux de risque, et la distribution des sinistres étant donné les niveaux de risque. Et puis ce choix-là semble un petit peu arbitraire. On pourrait déjà se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de parvenir à peu près la même chose sans avoir besoin de faire des choix de distribution? Donc ça, c'est quelque chose que le modèle de Bullman va nous permettre d'éviter de faire ces choix en utilisant ce qu'on appelle une approche non paramétrique. Donc, les idées qui ont été amenées par Bullman sont de deux ordres principaux. Vous savez, lorsqu'on a calculé la prime bayésienne, on a recherché la combinaison des observations, donc la fonction des observations, qui allait être la plus proche possible de la prime de risque au sens des moindres carrés. Bullman, ce qu'il vient faire, c'est dire, bon, il y a des cas où la prime bayésienne est linéaire, mais d'autres cas, et plusieurs autres cas, où elle ne l'est pas. Or, nous, comme actuaires, ça fait notre affaire d'obtenir une prime bayésienne, une prime qui est linéaire. Donc, ce que Bullman a proposé de faire, c'est de reprendre le calcul de la prime bayésienne, mais en se restreignant aux primes qui seront linéaires. Donc, il a dit, on va rechercher la meilleure estimation de la prime de risque au sens des moindres carrés, mais estimation qui sera une combinaison linéaire des observations. Donc, il est venu restreindre un petit peu le problème de la prime bayésienne. Je vous le dis tout de suite, à partir du moment où vous avez d'un côté recherché n'importe quelle combinaison des observations qui est la plus proche de la prime de risque, et de l'autre, rechercher une combinaison linéaire, donc une contrainte que j'ai ici, que je n'avais pas précédemment. Donc, rechercher une combinaison linéaire des observations qui est la plus proche de la prime de risque. Vous ne pourrez pas faire mieux avec la prime bayésienne, avec une prime linéaire, que ce qu'on obtenait avec sans contrainte, qui était notre prime bayésienne. Donc, déjà, ici, on peut dire, c'est impossible que la prime de Bullman soit meilleure que la prime bayésienne. Au mieux, elle sera aussi bonne dans les cas où la prime bayésienne s'avère être linéaire. Donc ça c'était la première idée de Bullman, donc de forcer une prime qui est linéaire. Et l'autre chose que Bullman a amené, c'est de se dire, regardez, on le sait qu'on a des distributions, là, et que ça nous prendrait des distributions pour θ, pour S sachant θ. On va supposer qu'elles existent, ces distributions-là, mais pour le reste, en pratique, on va utiliser une approche non paramétrique, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin dans les faits, puis on va le voir rapidement, on n'aura pas besoin de connaître toute la distribution de θ et de S sachant θ. On va juste avoir besoin de certaines caractéristiques, des moyennes puis des variances. Alors, ce que Bullman va proposer, c'est de se dire, on suppose que ces distributions-là existent et les quantités dont on a besoin, on va les estimer à partir des données. C'est ce qu'on appelle une approche bayésienne non paramétrique. Alors, soit peu de choses près, les hypothèses du modèle d'hétérogénéité qu'on a vu au chapitre 3 sur la tarification bayésienne, donc c'est à peu près la même chose, mais avec juste des tout petites variantes, bien, on trouve que la meilleure approximation linéaire de la prime de risque, approximation qu'on dit non homogène dans la mesure où il y a un terme constant dans la combinaison linéaire des observations. Donc, on trouve que c'est la prime qu'on retrouve ici à l'écran, donc qu'on va appeler la prime de Bullman, qui est encore une fois, comme on l'a vu précédemment, de la forme Z fois la moyenne des sinistres d'un contrat plus 1 moins Z fois la prime collective. Cette fois, on a quelque chose, un petit peu plus de détails sur la forme du facteur de crédibilité Z. En
fait, c'est toujours une forme n sur n plus une constante, mais maintenant, on sait de manière générale quelle est la forme de cette constante, et c'est toujours de la forme S carré sur A. Qu'est-ce que sont S carré et A? Ce sont les deux composants de la variance. Je vais prendre un moment peut-être pour expliquer ça. Vous connaissez déjà la formule que la variance d'une variable aléatoire, c'est la variance de l'espérance plus l'espérance de la variance. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Voyez, disons, imaginez-vous un carré avec des valeurs dedans et qu'on veut calculer la variabilité entre toutes les observations à l'intérieur de ce carré-là. Vous pourriez dire, je vais calculer la moyenne de tout le carré et je vais prendre les écarts de chacune des données à l'intérieur du carré par rapport à cette moyenne-là. L'autre manière de calculer cette variance totale qu'il y a à l'intérieur de notre carré d'observation, ça serait de se dire, je vais d'abord calculer les moyennes sur chacune des lignes. Calculer la moyenne sur chacune des lignes et prendre la variance entre ces moyennes. C'est un des composants de variance. La variance de l'espérance. Donc, la variance entre toutes les moyennes. Ça va me donner une partie de la variabilité qu'il y a à l'intérieur des données. L'autre élément de variabilité qu'il y a dans mes données, c'est de se dire, je vais calculer maintenant la variance des observations sur chacune des lignes du carré. Ça va me donner une série de variances. Et je vais calculer la moyenne de toutes ces variances-là. Si vous additionnez les deux éléments, donc la variance entre les moyennes et la moyenne des variances, vous allez avoir ramassé 100% de la variabilité à l'intérieur des données. Alors, S carré et A, ce sont ces deux composants de variance. Ce que je vais noter dans le cours S carré, c'est la moyenne des variances, ou la variance moyenne à l'intérieur d'un carré de données, ou, si vous préférez, dans un contexte de crédibilité et d'assurance, la moyenne des variances de chacun des contrats. Le paramètre A va être la variance entre les moyennes. Donc, chaque contrat va avoir sa moyenne et on va calculer les variances entre les contrats. Donc, ces deux composants de variance se trouvent, exprimés sous forme de quotient, à former la constante K de notre facteur de crédibilité. Je trouve important que vous soyez capable de faire la démonstration de comment est-ce qu'on obtient la prime de Bullman. Ce n'est pas que c'est excessivement difficile, mais ça fait quand même appel à certains éléments un petit peu plus délicats. Donc, ce que l'on souhaite faire, c'est trouver les constantes C0, C1 jusqu'à Cn, qui nous permettent donc de construire une combinaison linéaire non homogène, à cause du terme constant C0, donc combinaison linéaire non homogène des observations. Et donc, on cherche ces constantes-là qui font en sorte que cette combinaison linéaire non homogène est la plus près possible de la prime de risque au sens des moindres carrés. Donc, on doit minimiser l'espérance de l'écart au carré entre la prime de risque et la combinaison linéaire des observations. Comment est-ce qu'on fait ce genre de problème-là? Bien, vous le savez, vous l'avez fait entre autres, par exemple, en régression. Le problème de trouver les paramètres d'une régression linéaire, c'est à peu près la même chose, sauf que ici, dans le contexte de crédibilité, on a des espérances, alors que en régression, vous aviez des sommes. Mais c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous savez, résoudre ce genre de problème-là, on va dériver par rapport à chacune des constantes. C0, dériver par rapport à C0, dériver par rapport à C1, par rapport à C2, jusqu'à par rapport à Cn, de manière à, puisqu'on a n plus 1 inconnue, de manière à obtenir n plus 1 équation. Or, il s'avère qu'en fait, quand on dérive par rapport à C1, C2, C3 jusqu'à Cn, on obtient toujours pas mal la même équation. Donc, en réalité, nos n plus 1 équations, on peut les écrire sous forme de deux équations. La première, qu'on appelle les équations normales, la première est issue de la dérivée par rapport à C0, et le deuxième bloc, en fait, définit n différentes équations, mais qui ont toutes la même forme. Alors ici, j'aimerais peut-être insister sur un élément de la démonstration qui est vraiment, vraiment important. C'est que, donc, vous avez cette espérance-là qu'on cherche à minimiser, donc on doit dériver par rapport à C0, C1, C2 jusqu'à Cn.
Et la tentation qui est vraiment très, très, très grande, je suis à peu près certain que si je vous demande de faire ça, là, tout le monde, vous allez avoir tendance à dériver par rapport à C0. Et ensuite, vous allez dire, ben, je vais dériver par rapport à CT pour toutes les valeurs de T allant de 1 jusqu'à N. Et si vous faites ça, vous risquez d'avoir un petit problème. Et je vais vous l'illustrer d'abord pour un cas spécifique. On va prendre un cas où N serait simplement égal à 2. Donc, on aurait à calculer l'espérance donc de mu de θ, moins C0, moins C1S1, moins C2S2. Tout ça au carré. Alors, si je veux faire ce calcul-là, je dois dériver d'abord par rapport à C0. Donc, je vais dériver, supposons que ça, on va comme ça, dériver par rapport à C0 de mon espérance, machin. Ce que ça va me faire, c'est que je vais me retrouver avec l'espérance, bon, moins 2 fois, donc moins 2, espérance, donc de mu de θ, moins C1S1 moins C2S2. Et je pose ça comme ça. Je pose ça égal à 0. Donc, ça me fait au final que l'espérance de mu de θ moins C0 moins C1 l'espérance de S1 moins C2 l'espérance de S2 est égal à 0. OK, ce cas-là, ça va bien. Mais regardez maintenant si je dérive par rapport à C1 ou par rapport à C2. La chose va être exactement la même. On va prendre juste la dérivée par rapport à C1. Si je dérive maintenant par rapport à C1, mon espérance, je vais toujours avoir mon terme moins 2 qui va venir devant mon espérance. Mais cette fois, je vais faire la dérivée de l'intérieur et à l'intérieur des parenthèses dans mon intégrale, dans mon espérance, pardon. Et là, je vais avoir un terme, la dérivée par rapport à C1, il va avoir un terme S1 qui va rester. Donc, je vais me retrouver avec mu de θ moins C0 moins C1S1 moins C2S2 fois la dérivée de l'intérieur qui est S1. Et j'ai ça. Et là, quand je vais vouloir faire le calcul de l'espérance, vous voyez que je vais me retrouver avec l'espérance de S1 au carré, mais également l'espérance de S1 fois S2. Donc, je vais me retrouver avec un terme croisé qui est important de conserver. Ça va pour ça? Donc, vous pouvez imaginer évidemment que si je faisais maintenant la dérivée par rapport à C2, j'aurais la même chose. J'aurais un S2 ici à la place de S1 à l'extérieur de ma parenthèse. Donc, si je retourne à notre problème de départ, je vais le réécrire ici. L'espérance donc de mu de θ moins C0 moins somme t allant de 1 jusqu'à n ct st, tout ça au carré. Et la tentation, comme je disais, c'est de dériver, je ne referai pas la dérivée par rapport à C0, là, il n'y a rien qui change par rapport à l'exemple que je viens de faire, mais lorsque je veux venir dériver par rapport à chacun des termes qui se trouvent à l'intérieur de la somme, la tentation ici, c'est d'écrire dérivée par rapport à CT de mon espérance. Et là, avec quoi vous allez vous retrouver? Bien, vous allez écrire moins 2, espérance. Puis là, vous allez dire, OK, j'ai ce que j'avais à l'intérieur, de mes parenthèses, somme CT, ST, T allant de 1 jusqu'à N. Et là, vous allez avoir tendance à écrire, bien là, je dérive par rapport à CT, donc j'ai fois ST, comme ça. Et là, quand vous allez réécrire, vous allez vous retrouver avec ST fois ST, et vous allez uniquement inscrire des termes de la forme CT fois ST au carré, et il va vous manquer tous les termes croisés. Et vous n'aurez pas l'élément S1 fois S2, S1 fois S3, S1 fois S4, etc. Vous allez juste avoir des termes au carré, et ce n'est pas ce qu'il vous faut. Alors, la manière de faire ce genre de choses-là, pour éviter de faire cette erreur-là, c'est de choisir une autre lettre lorsqu'on fait la dérivée. Vous dites, je vais dériver par rapport à une autre lettre, disons U. J'écris mon truc. Et là, je vais avoir donc moins 2 fois mon espérance, mu de θ, mes parenthèses, C0, somme CT, ST.
t allant de 1 jusqu'à n. Et là, je dérive par rapport à une certaine lettre U qui est une des lettres à l'intérieur entre 1 et n. Et la dérivée par rapport à ce CU-là, on va dire c'est SU. Et là, lorsque vous allez développer tout ça, vous allez vous retrouver avec des termes croisés de la forme somme t allant de 1 jusqu'à n, CT fois ST fois SU. Et comme ça, il ne vous manquera pas de termes à l'intérieur de votre démonstration. Ensuite, à l'aide d'un théorème pour lequel vous avez une démonstration sous forme de vidéo qui est disponible dans le site de cours, on peut établir donc que la covariance entre deux sinistres d'un même assuré qui se trouve potentiellement sur 2 années différentes, bien, vous savez, parce qu'on a vu ça au chapitre 3 par ce phénomène de contagion apparente, que quand on ne connaît pas le niveau de risque d'un contrat, ces sinistres qui proviennent de 2 années potentiellement différentes-là semblent quand même corréler et corréler positivement. Alors, c'est ce qu'on voit dans l'équation que vous avez au bas de l'image, que la covariance entre SIT et SIU, il y a déjà un terme qui est toujours là, peu importe quels sont les indices T et U, le terme A. Et lorsque T et U sont égales, en fait, on est en train de calculer la variance de SIT. Et là, le deuxième composant de variance intervient, puisqu'on est en train de calculer une variance, finalement. Donc, dans un cas, l'idée ici, le delta TU, qu'on appelle le delta de Kronecker, permet d'écrire de manière compacte 2 équations différentes, soit covariance de SIT et SIU quand T et U sont différents, C est égal à A, et quand T et U sont égaux, c'est-à-dire donc la covariance de SIT et de SIT qui serait la variance de SIT, alors c'est A plus S carré, les 2 composants de variance. Lorsqu'on travaille un petit peu, on fait tourner la manivelle avec nos équations normales, on en arrive à une équation de la forme A est égal à A fois une somme plus C1, C2, C3, C4 jusqu'à Cn fois S carré. En réalité, j'ai dit on arrive à une équation. On a n équations différentes dont le seul terme qui change, c'est le terme C1, C2, C3, etc. jusqu'à Cn. Ce que ça nous permet de dire, ça, j'ai n équations de la forme A est égal à A fois quelque chose plus un deuxième terme, et là, il y a un élément qui change dans le deuxième terme, mais que les C1, C2 jusqu'à Cn sont tous égaux. C'est le seul terme qui change d'une équation à l'autre. Et donc, ça nous permet de terminer notre démonstration et d'établir, de trouver la constante C0 et chacune des constantes C1, C2 jusqu'à Cn qui s'avèrent être toutes égales. Et ça nous permet d'obtenir que notre combinaison linéaire des observations qui est la plus proche de la prime de risque au sens des moindres carrés, c'est Z fois S bar plus 1 moins Z fois M, où Z est de la forme N sur N plus S carré sur A, qu'on peut réécrire, comme je l'ai fait ici au bas de la diapositive, sous la forme, donc le facteur de crédibilité, A fois N plus A fois N plus S carré, qui est absolument équivalent. Donc, avec ce qu'on vient d'obtenir, on est capable de calculer la prime de crédibilité dans l'approche paramétrique comme on a vu au chapitre 3, de manière très rapide, parce qu'on n'a pas besoin de calculer notre distribution a posteriori, de faire toute la mécanique de la règle de Bayes, puisqu'on connaît dans les combinaisons de distribution qu'on sait donner une prime bayésienne linéaire, on connaît la forme maintenant de la prime de crédibilité. N, c'est toujours avec un facteur de crédibilité de la forme N sur N plus une constante, ou K et S carré sur A. Donc, avec ça, vous pouvez recalculer très facilement les primes bayésiennes ou les primes bayésiennes linéaires dans toutes les combinaisons de distribution où ça fonctionnait bien. Donc, je vous encourage à le faire. On en a fait quelques-unes dans le chapitre. Vous devriez être capable de faire tous les cas. Cela dit, cette approche de Bullman paramétrique, ce n'est pas la plus utile. Si on s'arrêtait là, on n'aurait pas fait un gain véritablement très, très grand. Sinon, qu'on pourrait se permettre d'utiliser n'importe quelle combinaison de distribution que l'on souhaite et de calculer la valeur de S carré et de A pour la combinaison de distribution qu'on a choisie. On obtiendrait une approximation linéaire
de la prime bayésienne. Mais ce qui est plus intéressant dans le modèle de Bullman, c'est plutôt d'utiliser l'approche non paramétrique, donc qui est issue de ce qu'on appelle l'approche bayésienne empirique. Ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on dit la variable aléatoire θ, là, elle existe. Chaque assuré qui a son propre niveau de risque représente une réalisation de cette variable aléatoire. Réalisation toujours non observable. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de regarder à quel point notre portefeuille est homogène, c'est-à-dire à quel point les moyennes des contrats sont semblables à l'intérieur de notre portefeuille. C'est comme ça qu'on va mesurer l'homogénéité du portefeuille. Et ensuite, vous voyez qu'on a obtenu notre prime de Bullman qui dépendait essentiellement de 3 paramètres. La moyenne de toutes les primes de risque, la variance moyenne, donc l'espérance des variances, qui était notre paramètre S carré. Le premier était le paramètre M, la prime collective. Et le troisième paramètre, c'est la variance entre les moyennes des assurés du portefeuille, qui est notre paramètre A. Donc, je reprends la moyenne de toutes les moyennes du portefeuille, la moyenne des variances de chacun des assurés et la variance entre les moyennes des assurés dans le portefeuille. Une fois qu'on a regardé les paramètres de ce point de vue-là, il devient assez facile d'imaginer des estimateurs de ces 3 quantités-là que l'on dériverait, donc que l'on pourrait calculer à partir des données du portefeuille. Maintenant, pour être capable de calculer des primes de crédibilité à partir des données d'un portefeuille, donc comme je l'ai dit, on va se développer des estimateurs de ce qu'on appelle les paramètres de structure, notre paramètre M, S carré et puis A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se développer des estimateurs qui sont sans biais. Il n'y a pas énormément de choses qu'on peut dire sur les estimateurs là, en théorie de la crédibilité. On se restreint à peu près aux caractéristiques du fait que ce sont des estimateurs sans biais. En tout cas, dans le cadre du cours, c'est la seule caractéristique véritablement qu'on va regarder sur ces estimateurs. Vous devriez, par contre, être en mesure de démontrer que chacun de ces estimateurs-là sont sans biais. C'est-à-dire que vous êtes capable de prendre l'espérance de l'estimateur et d'obtenir que c'est égal à la vraie valeur du paramètre. Donc, nos estimateurs sont les suivants. Pour la prime collective, de manière assez intuitive, on va calculer la moyenne de toutes les observations du portefeuille, ce qui revient à prendre la moyenne de chacun des contrats, ou la moyenne de chacune des lignes de mon histoire de tout à l'heure, et de prendre la moyenne de toutes ces moyennes-là. Pour ce qui est du paramètre S carré, donc l'estimateur de la quantité qui est la variance moyenne, bien, encore là, de manière assez intuitive, on va calculer les variances de chacun des contrats et ensuite, on va prendre la moyenne de ces variances-là. Et finalement, pour le paramètre A qui représente la variance entre les moyennes, ben, on calcule les moyennes de chacun des contrats et on calcule la variance entre toutes ces moyennes-là. Donc ça, c'est assez simple. Et donc, notre prime de crédibilité qui est estimée à partir des données, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend la valeur, l'expression théorique de la prime de crédibilité et on remplace chacun des paramètres dans cette prime de crédibilité par son estimateur. Faites attention, ça fait en sorte que l'estimateur de la prime de crédibilité, bien qu'il soit composé d'estimateurs sans biais, l'estimateur de la prime de crédibilité, lui, n'est pas sans biais. Déjà au chapitre 3, nous avions interprété un peu le facteur de crédibilité, de voir quand est-ce qu'il devient grand, quand est-ce qu'il devient petit. C'est un petit peu abstrait parce que le rôle de la constante et de la loi de probabilité sous-jacente et tout ça, c'est semi-clair. Je trouve que c'est plus facile un peu de faire l'interprétation des résultats dans le modèle de Bullman, où on regarde donc le facteur de crédibilité de la forme n sur n plus une constante, où la constante k est égale au paramètre S carré divisé par le paramètre A. Alors, regardons comment évolue le facteur de crédibilité. Donc, il augmente, donc il tend vers 1 dans les situations suivantes. Premièrement, quand le nombre d'années d'expérience tend vers l'infini. Rien de très spécial ici, ça veut dire qu'à long terme, l'expérience d'un contrat représente exactement son niveau de risque. Ça, c'est la loi des grands nombres, à peu de choses près. Ce qui est intéressant également, c'est de se dire que le facteur de crédibilité devient grand quand le paramètre S carré tend vers 0.
Qu'est-ce que S carré représente? Il représente la stabilité de l'expérience dans le portefeuille. Alors, ça veut dire que plus l'expérience est stable, plus on va donner de poids à l'expérience individuelle. Hein? Donc, plus quand S carré tend vers 0, donc plus l'expérience est stable, plus je donne, le facteur de crédibilité est grand, et donc plus je donne de poids à l'expérience individuelle. Ben oui, c'est raisonnable. Ça, si l'expérience est très stable dans le temps, ça veut dire que l'expérience des contrats est très fiable puisqu'elle change peu d'une année à l'autre. L'autre situation dans laquelle le facteur de crédibilité tend vers 1, c'est lorsque le paramètre A tend vers l'infini. Or, le paramètre A, il mesure l'hétérogénéité du portefeuille. Ça veut donc dire que plus le portefeuille sera hétérogène, plus je vais donner de poids à l'expérience individuelle. Pourquoi? Ben oui, dans le fond, c'est que je suis en train de dire que mon portefeuille est très différent. Les niveaux de risque entre les assurés sont très différents. Donc, je préfère m'attarder davantage, me fier davantage à l'expérience individuelle des contrats qu'à leur prime globale, parce que la prime globale de ces assurés ne représente pas le niveau de risque de personne. Cette interprétation des paramètres dans la prime de Bullman est vraiment importante. Vous devriez, là j'ai fait l'exercice quand le facteur de crédibilité devient très grand, vous devriez faire l'exercice également quand le facteur de crédibilité devient petit. Quand est-ce que le facteur de crédibilité tend vers 0? Quel est l'effet donc du S carré et puis du A? Donc c'est vraiment important que vous compreniez très bien le rôle des paramètres S carré et A sur la prime de crédibilité dans le modèle de Bullman. Alors voilà, ça compléterait la petite révision pour le chapitre 4 sur le modèle de Bullman. J'espère que la vidéo aura été utile encore une fois.